Plusieurs centaines de jeunes Guyanais guidés vers leur insertion professionnelle. Le forum Pro Jeunesse a démarré ce matin à l'Ancre à Cayenne. Pendant 2 jours, du coaching, des conférences et de nombreuses rencontres leur seront proposées. Reportage à suivre. La qualité de l'air guyanais dans le Var, c'est le résultat des études menées par l'Observatoire régional de l'air. À l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air, l'organisme nous ouvre ses portes et nous fait découvrir ses outils de travail. Découverte dans un instant. Et puis, la rentrée s'est effectuée ce lundi pour quelques Saint-Laurentais. Les élèves de l'école du village Prospérité sont les derniers de l'académie à rejoindre leur salle de classe, un projet qui aura coûté plus de 100 000 € à la commune. Bonsoir à tous. Après 10 jours de blocage, les établissements scolaires de la commune de Camopi vont peut-être bientôt rouvrir. La mobilisation des parents d'élèves pour de meilleures conditions de logement des enseignants a pris fin aujourd'hui, suite à une première rencontre à la préfecture hier. Aujourd'hui, le recteur de l'académie et le sous-préfet chargé des communes de l'intérieur ont rencontré les habitants ce matin. On écoute le recteur de l'académie au micro de Jean-Marc Dabreu. Je pense qu'on va, dans l'avenir, on va essayer d'éviter cela parce qu'on va suivre ensemble l'évolution des problèmes qu'on a posés aujourd'hui. Mais pas en une fois, tous les mois. Et pas en une année, tous les ans. Donc je pense, on aura toujours des difficultés partout, mais on ne pourra plus avoir le sentiment que la bassine a monté et la gouttelette qui a fait déborder a fait que tout s'est déversé. Maintenant, on va avancer doucement, ensemble et sereinement. Et le sous-préfet des communes de l'intérieur est avec nous pour en parler ce soir. Éric Infante, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc rencontré la population ce matin. Première question, pourquoi avoir mis tant de temps avant de rejoindre la population sur place? Alors je sais que cette question de délai était une des revendications de la population, tout simplement parce que nous souhaitions leur apporter des réponses concrètes et non pas nous déplacer simplement pour faire des propositions vagues. Donc nous sommes arrivés avec des réponses concrètes que nous avons élaborées la semaine dernière et ce ne sont pas des choses qu'on peut faire en 24 heures. Alors, on va bien sûr détailler un peu ces réponses qui ont été apportées. Les revendications quand même des parents d'élèves n'ont pas toutes été satisfaites. Il était question de logement pour les enseignants, de restauration dans les écoles, mais aussi de matériel électronique, j'en passe quelques-uns. Finalement, quelles propositions concrètement ont été faites? Alors nous, du côté de l'État, nous avons travaillé sur des solutions d'urgence en matière de logement des enseignants, puisque ça avait été un des premiers points qui a été mis en exergue, et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains enseignants avaient refusé de rejoindre leur poste. Voilà. Donc on a travaillé la semaine dernière et encore jusqu'à hier avec différents services de l'État et différents partenaires sur le sujet. Les 2 propositions que nous avons faites aujourd'hui, nous avons permis à la commune de se porter acquéreur, elle le souhaitait, d'une parcelle sur laquelle il y a à la fois la scierie mais aussi 3 bungalows qui peuvent être immédiatement occupés par des enseignants, des bungalows qui ont une capacité de 3 ou 4 pièces. Donc ça sera fait la semaine prochaine, ainsi qu'un travail de plus grande ampleur sur un projet de 8 logements de construction. C'est quelque chose qui se fera plus tard ? Alors justement, c'était une des raisons aussi pour lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied, c'est que vous dites c'est quelque chose qui se fera plus tard. Oui, en effet, d'habitude, ce type de projet se fait plus tard, mais 1 an et demi à émerger. Et là, nous avons la garantie d'avoir les premiers coups de pioche à partir du mois de novembre. Et une livraison à partir du mois de janvier. Donc pour résumer un petit peu, les parents d'élèves demandaient 20 logements, le plus tôt possible. Donc finalement, combien d'enseignants seront logés là-bas? Alors, le problème de logement des enseignants aujourd'hui ne concernait pas 20 logements. La demande de 20 logements est une demande plutôt générique. Pour répondre à votre question, donc à partir du mois de janvier, nous aurons 8 logements. Dès la semaine prochaine, nous avons 4 logements de grande capacité. Donc après, des colocations, voir si les enseignants acceptent de la colocation, sachant que beaucoup d'entre eux sont en célibat géographique sur Camopi. Mais également, nous avons identifié aujourd'hui avec le maire une autre piste, c'est que 8 logements qui sont actuellement normalement dévolus aux enseignants et qui sont la propriété de la commune ne sont pas occupés faute d'entretien.
D'accord. Finalement, ce qu'on est en train de pointer du doigt, c'est un peu aussi la responsabilité de la commune. Non, il ne s'agit pas de pointer de la responsabilité de qui que ce soit. Nous avons proposé au maire de l'appuyer techniquement s'il y avait nécessité, de faire le relais avec certaines entreprises de Cayenne par exemple ou de Saint-Georges, et également, comme on le fait régulièrement pour les collectivités, c'est une des missions de l'État, de rechercher des financements si la commune n'était pas en mesure de faire face à ces travaux concernant les 8 logements communaux. Pour ce qui concerne les autres questions apportées par les parents d'élèves, il était question de restauration dans les écoles, mais aussi de matériel électronique. Alors, est-ce qu'on a des réponses à ce niveau-là? Alors, monsieur le recteur a répondu sur ces points. Concernant la restauration, donc, il a été proposé de réfléchir à un projet de mutualisation d'une restauration entre le premier et le second degré. Donc, monsieur le recteur s'y est engagé. Également concernant le matériel informatique, c'est clairement la salle informatique de la responsabilité de la commune, mais de la même manière, monsieur le recteur a demandé au maire de faire un état des lieux pour vendredi, de faire remonter également est-ce que la commune était en capacité de réaliser l'aménagement et de réaliser l'équipement, et si ce n'était pas le cas, bien entendu, dans une logique partenariale, rectorat, État et commune, nous nous mettrions à nouveau autour de la table de façon à trouver des solutions. Parce que quand même, les parents d'élèves soulignaient le fait que si d'ici vendredi, certains points n'ont pas été vraiment résolus, en tout cas en parlant de matériel électronique, si ce n'était pas réglé d'ici vendredi, il n'y aura pas de rentrée lundi. Oui, écoutez, nous leur avons proposé une méthode qui était face à des revendications, nous constituer plutôt en groupe de travail avec un comité de suivi des mesures prises derrière, des mesures aussi extrêmement concrètes dès aujourd'hui, je vous l'annonçais, concernant le logement. Je pense que la proposition a été entendue. Alors quand même, un dernier point, il va falloir peut-être s'organiser différemment. On ne va pas attendre à chaque fois que la population pousse un cri de colère pour s'inquiéter un peu de ce type de problématique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités comptent faire à ce niveau-là ? Alors si on parle du logement ou plus précisément des questions d'école ou d'affectation d'enseignants, etc., nous sommes mis d'accord avec monsieur le recteur. Je vous parlais d'une démarche partenariale, d'un comité de suivi. Un comité de suivi, j'y insiste, auquel seront également associés les parents d'élèves. Et ça, c'est très important. Et donc ça va nous permettre, en fait, indépendamment des projets de logement qui vont être lancés là, d'anticiper les besoins pour la rentrée 2017 et la rentrée 2018. Peut-être aussi de manière un peu plus globale pour ces communes de l'intérieur du département qui sont bien sûr souvent très isolées. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place certaines choses pour plus vite voir là où il y a un problème et là où on pourrait avoir en tout cas des réclamations de la part de la population? Oui, tout à fait. Alors c'est la raison, moi, de ma présence sur ces territoires, de la réalisation également très régulière de missions administratives dans lesquelles on ne met pas à chaque fois les mêmes services, de manière à avoir de l'expertise et puis qu'après on puisse travailler sur les projets qui ont été, qui seraient susceptibles d'être montés, mais également. Pour reprendre cet exemple des logements, moi j'essaye du côté de l'État de travailler dans une vue beaucoup plus générale. On a besoin de logements, ce seront des logements en bois. D'un autre côté, à partir du mois d'octobre, nous avons mis sur pied avec le régiment du service militaire adapté une formation spécifique pour les jeunes de l'intérieur et 15 jeunes du Haut-Oyapok vont rentrer en formation et vont rentrer justement en formation avec une formation de 2 mois sur la fin de la période totale de 6 mois de formation qui sera consacrée au métier du bois. Donc on va avoir à partir du mois d'avril des jeunes qui seront formés. On aura toujours des besoins de réalisation bois sur le Haut-Oyapok, que ce soit pour des logements, mais que ce soit aussi pour des passerelles ou pour divers types d'aménagements. On a une scierie à Camopi qui n'est plus active. Et c'est pour cela que je conduis du 3 au 5 octobre une mission spécifique avec l'ensemble des services de l'État et la commune sur Camopi, de manière à ce qu'on identifie comment, avec qui et avec quel type de moyens financiers et techniques on va pouvoir remettre sur pied la scierie de Camopi, de façon à ce qu'une fois qu'on aura, à partir du mois d'avril, des jeunes formés et qu'on aura toujours des besoins en projet bois sur le Haut-Oyapok, qu'on puisse aussi avoir du bois qui est découpé localement. Puisque, je vous le rappelle, le transport de bois depuis Cayenne, par exemple, ou depuis Saint-Georges, peut renchérir de 40% le coût d'un projet sur le Haut-Oyapok. Donc c'est essentiel d'avoir cette ressource.
Une manière de se servir de ce problème pour répondre à plein d'autres problématiques. Voilà, dans une perspective beaucoup plus globale. Merci Éric Infant d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec toute autre chose maintenant. Nous vous l'annoncions hier, plusieurs centaines de jeunes Guyanais se sont rassemblés à l'Ancre pour leur orientation professionnelle. Le forum Pro Jeunesse a démarré ce matin pour 2 jours de coaching, conférences, speed meeting et stand d'information. Il s'agit de la première action du réseau Jeunesse Outre-mer en Guyane, l'occasion également d'établir les bases d'un réseau pour l'emploi des ultramarins. Jonathan Lariot. Sur chaque stand, une opportunité, service militaire ou carrière dans la communication, les options sont diverses. Ici, pas besoin d'aller chercher les employeurs. Ils sont plus d'une vingtaine de professionnels prêts à recruter des jeunes motivés. On a rencontré beaucoup d'entreprises. Pour l'instant, bon, c'est pas sûr pour trouver un stage, mais on essaye. On y travaille. Ils sont plutôt là pour des offres d'emploi et tout, mais pour des formations, mais pas pour les stages. Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes, ils nous ont dit que c'est pas sûr, qu'ils vont peut-être étudier les cas et tout. Donc là, on va attendre qu'ils nous appellent justement. Et des fois, on a plutôt tendance à chercher les gens qui ont de l'expérience professionnelle, mais si vous ne leur donnez pas la possibilité de travailler déjà en milieu professionnel, comment ils pourront avoir l'expérience professionnelle? Donc il y a toujours une première à toute chose. Ce forum est une première organisée par l'OPRF, l'opérateur public régional de formation, et l'association Jeunesse Outre-mer. Un partenariat qui vise à ouvrir les portes du monde pour les jeunes des DOM-TOM qui désirent trouver une voie à suivre. On s'est bien vite rendu compte que l'insertion locale a atteint ses limites. Il va falloir étendre le réseau vers les régions ultramarines, mais aussi vers l'Hexagone, parce que nos jeunes, bien souvent, partent dans l'Hexagone et il y a une rupture, ils perdent le lien avec le territoire. C'est montrer aux jeunes que si ils ne trouvent pas une porte de sortie sur le territoire guyanais et qu'ils ont des compétences pour se vendre ailleurs, eh bien, le partenariat avec le réseau Jeunesse Outre-mer pourra leur permettre de pouvoir aller faire une expérience dans un secteur pour lesquels ils ont des compétences, aux Antilles, à La Réunion ou ailleurs, mais aussi en métropole. Parmi les quelques centaines de personnes déjà présentes durant la matinée, certaines trouveront leur entreprise de demain. Pour les autres, il est encore temps d'aller faire un tour sur les nombreux stands ouverts jusqu'à demain. Une journée porte ouverte à la régie de quartier de Cayenne aujourd'hui. Créée il y a 9 mois, la structure d'aide à l'insertion et l'accompagnement des jeunes est la 7e à avoir vu le jour dans le territoire. Pour l'occasion, l'association a présenté sa mission au grand public, mission qui reste peu connue à ce jour. Écoutons le vice-président de la structure au micro de Jonathan Lariot. La régie de quartier de Cayenne est un lieu de rencontre, de vie pour les jeunes en insertion, à la recherche d'emploi, pour les accompagner. Et donc, il y a plusieurs centres d'animation. Et vous savez, c'est la première année, la régie de quartier est en son 9e mois. Hein. Quand on voit le vivier sur Cayenne des jeunes entre 15 et 19 ans, ça permet aux jeunes de mettre un tremplin vers la vie active, puisqu'ils viennent en formation, apprendre un métier. Eh bien, une fois ils ont terminé leur cursus, parce que c'est quand même, on ne reste pas à la régie de quartier de trouver un emploi, ou bien de créer même sa propre entreprise, puisque ce sont des gens qui sont qualifiés. Il y a des jeunes qui ont réussi, qui ont monté leur propre entreprise, mais que la régie de quartier accompagne. Vous êtes habitués aux mauvaises prévisions sur la qualité de l'air en Guyane, mais cet air que l'on respire serait peut-être plus sain qu'on ne le pense. Si l'on en croit les études menées par l'Observatoire régional de l'air, en dépit des nombreux passages de poussière naturelle du Sahara, le territoire se trouverait parmi les mieux classés dans toute la France. À l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air, l'organisme nous a ouvert ses portes et nous fait découvrir ses stations de mesure. Jean-Marc Dabreux. Louane Figueiredo est technicien à l'Observatoire régional de la qualité de l'air. Comme chaque matin, il surveille l'air de Guyane depuis son ordinateur. Donc c'est ici qu'on reçoit les données de toutes nos stations. Donc les dernières données, là il est 9h30, donc j'ai déjà les données de 9h30. Toutes les 15 minutes, on a une donnée en temps réel. Une douzaine de stations mobiles ou fixes sont disséminées un peu partout sur le littoral. Elles mesurent les pollutions liées aux activités industrielles, mais aussi les rejets de particules fines par les véhicules. Grâce à des appareils sophistiqués, comme dans cette station présente dans un collège de Cayenne. Donc là, on a 3 types d'instruments. Donc un pour les particules fines, en fait 2 pour les particules fines. Donc c'est ces deux-là, donc les particules de moins de 10 micromètres de diamètre.
au fond. Et ici, les particules de moins de 2,5. Des particules sont considérées dangereuses pour l'homme parce qu'ils peuvent rentrer profondément dans les poumons. Depuis plusieurs années, la qualité de l'air est une préoccupation majeure du gouvernement. Elle répond à une inquiétude persistante des citoyens sur les maladies respiratoires. À l'heure actuelle, par rapport aux différentes maladies pulmonaires que nous avons, je crois que chacun et chacune doit faire très très attention. Parce que de plus en plus, on est toujours enrhumé. Et là aussi, il faut que les gens fassent attention. En Guyane, pas de panique, la qualité de l'air est généralement bonne comparée aux autres régions de France, même si l'indice peut être élevé, notamment lors de la saison des pluies. On a une certaine période de l'année où la qualité de l'air est dégradée. Et cela est dû à une pollution naturelle. On a les poussières du Sahara qui sont en Guyane et on peut avoir un indice qui est égal à 10. Une étude a été lancée par l'université de Miami sur ce phénomène, qui touche également d'autres territoires en Amérique du Sud. De nouveaux filtres ont été posés par les techniciens de l'ORA. Une fois les données recueillies puis analysées par les chercheurs, le secret de cette pollution venue de l'autre côté de l'Atlantique sera peut-être percé. Et ce mercredi 21 septembre, est aussi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette pathologie neurodégénérative incurable qui compte près de 900 000 personnes atteintes en France, majoritairement des personnes âgées. Mais lorsqu'un parent est touché, c'est toute une famille qui est affectée. Exemple en Martinique, où Louis Sabas est parti à la rencontre de Magda, qui accompagne sa mère atteinte de la maladie. Depuis le mois de décembre dernier, Magda vit avec Marie-Carmen, sa mère. Maman, ça va? Tu as mangé, maman? À 73 ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer, une affection découverte brutalement par sa fille. Un beau jour, j'ai une de mes sœurs de Guyane qui m'a appelée pour me dire que maman était à l'hôpital, à la Ménard, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qu'on l'a découvert dans les rues de Fort-de-France à 2h du matin en chemin de nuit. Elle irait dans les rues, voilà, elle n'avait pas de papier sur elle, rien. Et par contre, elle avait un petit carnet avec les numéros de téléphone et c'est en appelant ma sœur qu'ils ont compris qu'elle avait des filles. Maman ? Dès lors, Magda quitte l'île de la Réunion pour rejoindre sa maman. Les mois qui suivent sont très durs pour elle, entre gestion des pertes de mémoire de Marie-Carmen, répit et période de crise. Décembre, janvier, ça allait super bien. Et à partir du mois de février, ça a commencé, on a eu vraiment des moments très difficiles. Elle était vraiment très, très violente, elle était méchante avec tout l'entourage, que ce soit mes enfants. Il faut dire la seule personne qu'elle écoutait quand même, c'était moi. La crise, pour moi, c'est comme une enfant de 5 ans. Une enfant de 5 ans qui n'écoute pas, hyperactive et qui n'écoute pas. La situation s'est améliorée depuis quelque temps. Si Magda dispose d'une aide à domicile et d'un soutien d'association, s'occuper de Marie-Carmen lui prend beaucoup de temps et d'énergie, en plus de générer pas mal de stress. En permanence, on surveille, on regarde ce qu'elle fait, on vérifie qu'elle a mangé, peur qu'elle s'en aille, peur qu'elle se blesse, qu'elle se fasse mal, surtout peur qu'elle s'en aille. Ça, c'est déjà ma plus grosse peur. Comme Marie-Carmen, en Martinique, au moins 7000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. Aux Antilles, toujours nul besoin des produits industriels pour avoir de beaux cheveux. C'est ce qu'entendent bien démontrer Maggie Bordelais et Stéphanie Brudet. Ces deux passionnés tiennent dimanche une journée découverte autour des produits du jardin. L'occasion de s'initier à quelques techniques de soins pour prendre soin du cheveu sans sacrifice. Linda Kayarsi. Maggie Bordelais et Stéphanie Brudet sont en train de confectionner une lotion pour tonifier le follicule pileux et favoriser la repousse. Elles vont donc au fond du jardin chercher des feuilles qui possèdent cette propriété, des feuilles de goyavier rose, les jeunes feuilles de préférence. Lavées, plongées dans une eau portée à ébullition, il ne reste plus qu'à laisser refroidir la préparation avant de la vaporiser sur le cuir chevelu. Les femmes, je pense les hommes aussi, c'est pour tout un chacun, mais la femme particulièrement, le fait de consommer tout le temps, d'acheter des produits qui ne sont pas systématiquement efficaces à tous les coups. Donc il y a comme un engouement, un appel au retour à la nature. C'est bénéfique pour le porte-monnaie et le bienfait pour les cheveux et le corps. Notre jardin créole regorge de ressources naturelles aux vertus trop peu exploitées dans le domaine capillaire. Maggie Bordelais, professionnelle de la coiffure, et Stéphanie Brudet, esthéticienne cosméticienne, ont réuni leurs compétences pour proposer des solutions alternatives
adaptées à tout type de cheveux. Donc il faut surtout être libre, faire des choix qui nous font du bien. D'accord, que les cheveux soient défrisés, naturels ou autres, hein, colorés, décolorés. L'important, c'est de faire ce qui nous fait du bien. C'est ça. Et la nature, elle nous porte tout. Donc, si on fait l'expérience, par exemple, qu'on a décidé de retourner à la nature, mais je pense systématiquement, ce sera normal de retourner aux cheveux naturels. Les deux femmes ne se sont pas arrêtées aux soins. Maggie propose des coiffures rapides pour les filles qui, à travers le coiffage du cheveu naturel, y voient une contrainte. Quelle que soit la coiffure qu'on fait, l'important c'est d'aller au plus près de notre nature. Que ça soit en cheveux naturels, le retour, que ça soit le défrisage, que ça soit par exemple une perruque, mais faites ce qui est le plus près de votre nature. C'est ça le plus important, c'est ça le message. Le message, ce n'est pas donner des leçons, mais accompagner et conseiller les gens à être eux-mêmes. Au plus près de votre nature, une manière de se réconcilier avec ses cheveux. Retour chez nous et nous prenons la direction de l'Ouest maintenant. Ils sont les derniers à rejoindre leur salle de classe cette année. Les élèves de l'école du village Prospérité à Saint-Laurent-du-Maroni ont effectué leur rentrée scolaire cette semaine. Un projet de longue date pour lequel la commune a dû investir plus de 100 000 €. Elsa Gonzalez. La rentrée n'était pas la même pour tout le monde cette année. Au village Prospérité, les élèves ont découvert leur nouvelle école ce lundi. Ça s'est passé dans le calme, ça s'est bien déroulé. Même les petits qui ont habituellement pleurniche, ben là, il n'y a pas eu trop de pleurs le matin, donc on estime que ça s'est pas mal passé. Une toute nouvelle école attendue depuis une quinzaine d'années par les habitants du village et alentours. Plus besoin de se lever tôt le matin pour se rendre en classe, ce qui n'est pas pour déplaire aux enfants. J'étais contente d'avoir à l'école ici, merci. L'école d'ici, elle est trop cool. Ici, le directeur et l'ensemble du corps enseignant veut jouer sur la proximité, valorisant l'échange et le suivi auprès des parents directement sur place. Cette école sert essentiellement aux enfants qui habitent ici au village, mais aussi aux Saramaka qui sont là, qui habitent autour. Là, donc on est quand même à 15 km de Saint-Laurent. Ça évite aux enfants de prendre le transport scolaire, de rentrer tard à la maison. Donc voilà, c'est une école de proximité. Avec 4 classes de 2 niveaux, l'école est à la dimension du village. À terme, le directeur souhaite mettre en place des projets pédagogiques favorisant le bien-être des élèves. Nous allons essayer de mettre en place les projets d'école. On compte cette année travailler sur l'embellissement de l'école, sur rendre l'école accueillante. Donc pour cela, on va essayer de mettre en place un jardin pédagogique, faire des plantations. Nous allons créer des grandes fresques sur contreplaqué, donc chaque niveau aura des peintures à réaliser. Voilà, essayer de mettre un peu de verdure, un peu de couleur à l'école dans un premier temps. Avec 19 écoles primaires déjà ouvertes dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et alentours, l'établissement scolaire de Prospérité est la 20e école élémentaire. Un phénomène qui tend à se développer au vu de la démographie grandissante dans l'ouest guyanais. Plusieurs centaines de jeunes Guyanais guidés vers leur insertion professionnelle. Le forum Pro Jeunesse a démarré ce matin à l'Ancre à Cayenne. Pendant 2 jours, du coaching, des conférences et de nombreuses rencontres au programme et pour tous les projets. La qualité de l'air guyanais dans le Vert, c'est le résultat des études menées par l'Observatoire régional de l'air. À l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air, l'organisme nous a ouvert ses portes et nous fait découvrir ses outils de travail, notamment ses stations de mesure. Et puis la rentrée s'est effectuée ce lundi pour quelques Saint-Laurentais. Les élèves de l'école du village Prospérité sont les derniers de l'académie à rejoindre leur salle de classe. Un projet qui aura coûté plus de 100 000 € à la commune. Dans un instant, le journal avec nos confrères de TF1, puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain, même heure.